toutes et à tous, aujourd'hui dans Sans réserve, le podcast du Quai des Savoirs, nous allons parler de médiation décalée et d'expositions qui font rire. Des sciences, de la créativité, des histoires à partager, tout ça avec humour, c'est ce que va nous raconter mon invité. Directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Neuchâtel, Ludovic Magioni, bonjour. Bonjour. Véritable agitateur culturel, tu attaches une grande importance à la mise en scène et à la façon de raconter des histoires avec souvent décalage, humour et dérision. Nous en parlerons dans quelques instants. Et à mes côtés, comme toujours, Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Mariette nous parlera d'un format humoristique largement utilisé sur les réseaux sociaux et Lauriane de stand-up comédie. Mais je ne vous en dis pas plus, sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti. Alors pour illustrer des expositions décalées, j'ai eu un large choix avec le Muséum de Neuchâtel. Ludovic, j'aimerais qu'on parle de l'exposition Manger, la mécanique du ventre, que vous avez proposée en 2017, si je ne me trompe pas, à vos publics. Mais d'abord, pour se mettre en appétit, écoutons un extrait issu d'une vidéo qui était présentée dans l'exposition. 100 000 milliards de bactéries, ne croyez pas que l'on oublie. Matin au soir, soir au matin, on s'occupe de vos intestins. Alors, elle s'occupe de nos intestins. De qui on parle ? Mariette, Lauriane, une petite idée ? De bactéries soldats, flore intestinale. Oui, c'est exactement ça. En fait, cette chanson s'appelle Le chant révolutionnaire des bactéries. Oui. Vous pouvez d'ailleurs trouver le clip sur YouTube. Je vous invite vraiment à aller l'écouter et surtout à la voir. Ça vaut le détour, c'est très drôle. Et du coup, Ludovic, est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous parler de cette exposition et puis spécifiquement donc, de cette vidéo, qui l'a fait, comment ça a été fait ? D'où vient cette idée ? Oui, donc ça, c'est une expo auquel moi j'ai participé de très loin, parce que c'est le moment où je suis arrivé en tant que nouveau directeur du Muséum de Neuchâtel. Ouais. L'expo était déjà quasi finie, mais en tous les cas, c'était une exposition qui parlait de la digestion, avec l'idée d'un aliment qui rentre dans la bouche et puis qui sort par l'anus à la fin, et de montrer toutes les étapes que va vivre cet aliment dans ce corps. Donc le parcours de visite, c'était vraiment, on suivait le parcours de l'aliment. On rentrait dans la bouche et on sortait par l'anus. Ok. Donc l'expo était construite un petit peu comme une comédie musicale. Donc il y a une collaboration avec les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, qui sont un groupe d'artistes suisses local, avec qui donc on a travaillé pour écrire des chansons. Et pour ponctuer en fait toute cette exposition à différents moments. Et là, on est au moment du microbiote, donc ce sujet qui est très d'actualité, sur lequel on est en train de découvrir plein de choses et qui est toujours difficile aussi un petit peu à expliquer. C'était une manière un petit peu originale de montrer cette symbiose entre le corps de l'animal et ces autres animaux qui sont à l'intérieur du ventre. Donc on a du contenu qui reste parfaitement cohérent d'un point de vue scientifique, mais on l'aborde avec humour. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer de décaler un tout petit peu la manière de faire pour surprendre un petit peu nos visiteurs et puis qu'ils y prennent un petit peu de plaisir. Et avec la chanson, ce qui est bien aussi, c'est que les enfants, ils ont appris un petit peu toutes les chansons. Donc en fait, sans qu'on leur demande de les apprendre, maintenant, ils savent très très bien ce qu'est le microbiote ou ce qui est d'autres choses qui étaient présentées dans l'expo. C'est systématique dans toutes vos expos, ce genre de dispositif ? Alors, ce n'est pas forcément systématique, mais en tous les cas, si l'occasion se présente, on essaye de faire avec. Par exemple, là, dans les actualités du muséum, qu'est-ce que vous avez en boîte ? Donc là, la prochaine grande expo qu'on va ouvrir, elle s'appelle « Emballe-moi ». Et donc, ça sera au mois d'octobre. Alors, c'est pas une expo hyper sexy, hein. On va parler des collections et du déménagement des collections, mais justement, on essaye de le faire avec les deux axes, donc de l'emballage au premier sens du terme, et puis l'autre qui est comment on emballe nos visiteurs dans les expositions, comment on leur raconte des histoires, comment on les séduit aussi. C'est aussi écrit, toute l'expo est écrite un peu comme une déclaration d'amour aux visiteurs.
Donc, on va voir un petit peu comment ils le reçoivent. Et puis, il y a 2-3 petites choses à l'intérieur qui vont être assez drôles, je pense. Et concrètement, alors, vous nous mettez l'eau à la bouche, là. Qu'est-ce qui va être drôle? Un exemple? Concrètement, mais je ne sais pas si je peux vraiment en parler encore, parce que l'expo, elle n'est pas ouverte. Il faudra qu'on vienne vous voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un spectacle qui revisite un petit peu le cabaret, mais d'une manière très différente. Ok, donc toujours un format un peu décalé pour aborder des contenus pas forcément sexy, comme pour reprendre tes propos. Comment vous réfléchissez là, avec l'équipe à travailler là-dessus? Enfin, c'est vraiment une dynamique de cette volonté d'injecter de l'humour, de la dérision systématiquement. C'est vraiment toute l'équipe de médiation, Conception Expo qui amène ça, ou est-ce que vous travaillez systématiquement avec des auteurs pour réfléchir après aux blagues, aux contenus rigolos? Oui, alors il y a pas de recette parfaite en fait. Il y a plein d'expériences différentes et de collaborations différentes avec des gens d'univers variés qui peuvent être soit des chanteurs, là, comme les petits chanteurs à la gueule de bois, soit des vidéastes, soit des artistes. Donc, en fonction je dirais, du thème qu'on va vouloir porter, on va essayer d'utiliser plein de manières de parler de ce thème qui sont des manières à la fois sérieuses, mais aussi décalées, décomplexées, et puis d'essayer de faire en sorte que tout le monde se retrouve un petit peu dans cette histoire, que les grands ils puissent parler avec les plus petits, qui est un petit peu comme ces dessins animés là, qui sont des dessins animés pour les enfants, mais qui sont avant tout des dessins animés pour les adultes. Ouais, oui, il y a plusieurs niveaux de lecture. Voilà, il y a plein de niveaux de lecture, il y a plein de petites subtilités. Il y a aussi beaucoup d'autodérision sur ce qu'est le musée, sur la manière dont le musée fait les choses, parce qu'on peut aussi quelque part grandement s'autocritiquer, et ça peut devenir assez drôle quand même quand on est dans le lieu. Du coup, on parle d'autodérision. Je pense à une exposition que vous avez proposée en 2019. Dans l'exposition Paul, Feu, la glace, qui était une exposition où vous proposiez entre autres une réflexion sociale sur l'avenir des écosystèmes. Vous parliez de climat, d'environnement, etc. Et je pense à un extrait d'une vidéo qui était hyper décalée, qui était présentée dans cette expo. Je propose qu'on l'écoute. Je suis tellement heureuse. J'ai entre mes mains un accord extrêmement important signé lors de la COP 133. Nous avons réussi à ratifier un traité plus contraignant que jamais et le royaume d'Arendelle est fier de s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Avant de te laisser parler, Ludovic, je vais questionner mes acolytes. Lauriane, Mariette, à votre avis, là, qui c'est qui était en train de parler? Une idée? J'en ai aucune idée. Lauriane. Ouais. Arendelle, j'ai tiqué, ça me parle. Ouais, Lauriane est plus jeune que nous. Hein. C'est la reine des neiges. Oui, c'est exactement la reine des neiges. Par contre, ce qui est drôle, en fait, il faut voir cette vidéo également, hein, c'est que vous avez pu l'entendre, c'est un homme qui parle. Et ce qui est très drôle sur cette vidéo, c'est que c'est un homme barbu, clairement, il ne s'est pas rasé, il est grimé en reine des neiges et il aborde des questions liées au réchauffement climatique en lien avec ses problématiques à lui, ou à elle, je devrais dire. Ludovic, qui est cette personne sur la vidéo? C'est un de vos médiateurs ou est-ce que c'est un acteur? Non, alors effectivement, c'est une des personnes qui a travaillé ici dans la médiation, alors en tant que civiliste en Suisse, on peut faire son service militaire en tant que civiliste dans des institutions. Donc il était civiliste, il a été aussi un petit peu l'initiateur de notre web-série qui s'appelle Collection Bestiale, qui traite de sujets en lien avec les collections et puis les différents enjeux sociétaux. Disponible sur votre page YouTube d'ailleurs, ça on peut aller le voir aussi. Ça. Et puis voilà, il faisait ça et puis on faisait cette expo qui était quand même toujours très plombante parce que c'est aussi toujours ça un petit peu la problématique avec ces sujets, hein, c'est que ça reste quand même très dur. Lourds, ouais. Et à un moment donné, c'est vrai que l'humour, pour parler de choses soit qui sont complexes, soit qui sont difficilement entendables, de mettre un petit peu de distance, de prendre de la dérision, ça permet aussi de le voir d'une autre manière et quelque part d'autoriser un dialogue entre les visiteurs, les visiteuses qui sont là,
beaucoup plus facilement que d'être dans quelque chose de très froid ou de purement scientifique. Effectivement, poser aussi indirectement la question du genre et pas avoir peur de s'amuser de ce genre de choses. On était en 2019, hein, c'est bien avant tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, le musée, je pense, c'est aussi un endroit décomplexé dans lequel on peut se permettre de faire des propositions qui sont un petit peu différentes, surprenantes. La surprise aussi, hein, ça participe aussi beaucoup à tout ça. Et puis, il y a une sorte de choses qui se passent avec nos visiteurs, nos visiteuses. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immersion aujourd'hui dans les musées. Mais je pense que la narration, les storytelling et la manière dont on raconte ces histoires, elle est partie intégrante de cette immersion. C'est pas forcément, je dirais, tout le temps l'immersion dans une black box ou un white cube avec une projection. Non, là on est sur un détournement. Dans une histoire. On raconte une histoire en détournant un personnage populaire dans une vidéo. Et d'ailleurs, ça passe uniquement par des vidéos, des chansons, des choses très incarnées, ou vous investissez aussi des supports écrits. Je pense aux cartels ou aux titres des sections d'expo, par exemple. Oui, alors bien sûr, tous les domaines sont investis, mais ils le sont tous un tout petit peu. Enfin, tout ça, c'est un grand équilibre, c'est une grande... Alors, par exemple, là, la Reine des Neiges s'exprimait dans une salle qui s'appelait Capharnaüm organisé. Donc, tous les titres d'expo étaient écrits sur ces oppositions, avec l'idée que cette grande organisation mondiale pour le changement climatique est hyper organisée. Mais c'est quand même un gros Capharnaüm. Je rebondis, je propose qu'on écoute la suite de l'extrait, parce que justement, la fin de l'extrait, alors c'est aussi pour le plaisir, hein, et puis pour prouver que Lauriane ne s'est pas trompée, c'était bien la Reine des Neiges. Mais on voit bien sur la fin de l'extrait que vous mettez en avant ces contradictions, en fait. C'est parti. Non. Ça recommence. La tentation. Il faut que je résiste. Ne pas utiliser de la glace pour me bâtir un palais. Non. Ah, tant pis, laissez-moi construire une demeure digne de mon nom. Laissez-moi vivre mes paradoxes et chanter face à une foule en délire qui boit dans des verres en plastique avec une paille. Libéré, délivré, je ne recyclerai plus jamais. Merveilleux. Ça, je connais par contre. On va l'avoir dans la tête. Vous allez l'avoir dans la tête jusqu'à ce soir. Moi, j'ai quand même une question là. Donc, on entend la Reine des Neiges qui raconte quand même des choses quand même assez rigolotes. On est dans un musée d'histoire naturelle. Comment tu fais pour convaincre les décisionnaires, les élus, les partenaires scientifiques? Enfin, un muséum, c'est tout ça quand même. Comment ça se passe? Eh bien, je dirais que toutes ces choses-là sont découvertes le soir du vernissage. Hein, c'est un processus créatif, donc on le présente à nos décisionnaires, à nos publics. Il y a un livre d'or, les gens peuvent s'exprimer par rapport à ça. On fait des enquêtes de public et globalement, on n'a aucun problème avec ce genre de choses. Et quelque part, on remet aussi beaucoup d'humanité, j'ai l'impression, avec ce type d'interaction, où au final, on aime tous quand même, à un moment donné, faire un petit peu d'humour ou dans une soirée, discuter de sujets qui peuvent être difficiles en prenant un peu de recul et en faisant une blague. Donc, c'est vrai que dans les musées, c'est pas souvent le cas, mais pourquoi, en fait, on exclurait cette possibilité qui est tout simplement une des caractéristiques des êtres humains. Donc dans l'humour, vous mettez aucune limite. Il y a, même vis-à-vis des décisionnaires ou des personnes à convaincre, il y a pas, vous posez pas vous-même de limites ou personne ne vous pose de limites. En tous les cas, il n'y a pas une injonction en nous disant ça c'est pas possible, ça c'est clair. Après, forcément, il y a de l'autocensure. Ça c'est quand même, je pense que c'est normal, mais l'idée, c'est plutôt de s'amuser de ces contraintes pour voir comment on peut les détourner et justement en faire quelque chose de créatif qui va faire réagir les publics ou qui va leur donner envie de faire
quelque chose au service d'une thématique, de valeurs qui sont partagées par le muséum. C'est pas gratuit non plus tout ça en fait. Alors moi, je rebondis quand même sur la question de Lauriane, parce que là, tu nous parles de bon, il n'y a pas de limite a priori. Enfin, vous en mettez vous-même, mais on parle quand même d'humour. Et l'humour, c'est quand même particulier, c'est hyper référentiel. On se marre entre amis, on se marre avec nos amis. Quelque chose qui va nous faire rire nous ici en plateau fera pas forcément rire d'autres personnes à côté. Donc du coup, comment vous trouvez en fait cet équilibre-là? Parce que on parle d'émotion, oui, il y a des choses. Enfin, tu disais tout à l'heure que parfois ça fait pas rire, ça peut faire pleurer. Il y a quand même une émotion, etc. Mais l'humour, ça touche autre chose. Comment tu fais pour trouver cet équilibre-là avec tes équipes? Alors effectivement, l'humour c'est local, c'est contextuel et c'est culturel, pas toujours facile à exporter parce qu'on loue aussi nos expositions dans d'autres endroits. Là par exemple, on va présenter une de nos expos à Bruxelles. Il y a des choses effectivement qui sont de l'ordre de l'humour dedans et c'est pas forcément tout le temps facile à aller présenter dans un autre pays. Donc ça, c'est vraiment aussi une connivence qu'il y a et dans l'équipe et avec nos publics qui ont les publics du muséum, ils ont l'habitude quand même d'avoir un ton décalé au musée, donc ils s'attendent aussi à être surpris et à ce qu'on joue un petit peu avec eux et avec des codes de l'humour. On l'a vu à l'instant, rire avec Elsa pour sensibiliser, Elsa de la Reine des Neiges, pour sensibiliser au réchauffement climatique, c'est un bel exemple de détournement. On peut aussi détourner des outils du quotidien et c'est ce que va nous raconter Mariette avec un format que j'affectionne beaucoup, notamment quand j'échange des textos avec mes amis. Le GIF, ou le GIF d'ailleurs, je ne sais plus trop. Ah, la prononciation de GIF, c'est un débat aussi brûlant que chocolatine ou pain au chocolat dans le sud-ouest. Et moi, personnellement, je dis GIF, mais les deux sont acceptés. Contrairement à chocolatine, qui est la seule bonne appellation, bien sûr. Le GIF, c'est chic et c'est surtout un format d'image numérique qui reprend de courtes séquences tirées de vidéos populaires, de films ou de séries, avec des situations, légendées ou non, qui sont réutilisées donc pour illustrer nos SMS, nos messages, nos tweets, nos posts, etc. Mais plus qu'une simple illustration, le GIF il permet surtout de donner une touche humoristique et décalée grâce à ce côté répétitif justement de la boucle animée. Musées et acteurs culturels ont flairé son potentiel de médiation et ont su s'en emparer sur leurs réseaux sociaux pour valoriser leur collection. Donc de nombreuses institutions, comme la Tate Gallery ou Gallica de la BNF, proposent ainsi à leur public de se réapproprier leurs œuvres en transformant dans leur visuel en GIF. Ils impliquent en fait leur public. Tout à fait, c'est ça qui est super parce que ça permet du coup de créer vraiment un dialogue actif avec leur collection et quand parfois ce n'est pas c'est carrément même une carte blanche qui est donnée à un créateur de contenu par une institution comme Paris Musée avec Pamela Chougne. C'est un pseudo, bien sûr, dont je vous recommande le compte « Coucou, tu veux voir mes gifs ?» Ou encore, j'adore cette petite. Ou encore, ça peut être une campagne de communication très décalée, comme lors de la toute récente réouverture du musée de Cluny, avec Scorpion Dagger, l'artiste James Kerr, que vous connaissez peut-être. C'est un super Tumblr que je vous recommande également. Et figurez-vous qu'il existe même donc un concours annuel de fabrication de gifs culturels, le GIF It Up, dont l'objectif est d'inciter à la réutilisation donc créative de patrimoine culturel numérisé. Et en termes de médiation, ça peut donner quoi ? Alors, une opération en particulier a retenu mon attention. Il s'agit d'un habitué de notre podcast, le musée Saint-Réon de Toulouse. Ah oui, on est MSR fan ici au Quai des Savoirs. Complètement. Donc, il a su se saisir de ce format pour challenger ses followers. Avec le hashtag MSR un gif une œuvre, on est invité à poster un gif qu'on aime bien et le musée va nous répondre avec la photo d'une œuvre de leur collection à laquelle ce gif leur fait penser. Ou bien l'inverse, un objet de collection est posté et c'est à nous de répondre avec le gif donc, que nous fait évoquer cette œuvre. Avec le hashtag MythGIF, on doit cette fois-ci deviner un personnage ou un épisode mythologique grâce à une série de gifs postés tout au long de la journée et le soir, la révélation de la réponse illustrée bien sûr par les œuvres des collections. C'est très créatif, il faut quand même avoir une sacrée imagination pour trouver le gif qui correspond à tel ou tel moment, le gif qui fait mouche et c'est ça qui me plaît beaucoup car c'est vraiment un moyen malin, ludique et très fun de transmettre des connaissances tout en valorisant les œuvres grâce à des codes pop et tout ça évidemment en faisant participer le public.
Merci Mariette. Ludovic, est-ce que le muséum de Neuchâtel mène des opérations humoristiques aussi sur les réseaux sociaux ou utilise les gifs? Alors ça, effectivement, non, on n'a pas fait, mais ça donne hyper envie. Parce que quelque part, c'est vrai que c'est pareil, c'est du détournement en fait, d'éléments culturels qui vont parler au plus grand nombre. Donc c'est un peu comme la Reine des Neiges, c'est un peu toutes ces choses qui permettent de faire réagir les visiteurs. Et je trouve ça vraiment hyper bien. Donc ça donne vraiment envie. On n'a pas fait sur les réseaux effectivement de choses clairement orientées là-dessus, mais on fait pas non plus. Enfin, ne pensez pas qu'on fait des expos dont on se dit qu'elles vont être drôles avant de commencer à les faire. Hein. Il y a pas d'injonction à l'humour. C'est des choses qui arrivent en fait. Hein. C'est des choses qu'on se permet de faire. Puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, quoi. Ça fait quand même partie de votre patte, quoi. Ça fait partie le muséum de Neuchâtel est quand même connu pour ça, en tout cas du côté des professionnels. Et d'ailleurs, c'est une question que je me posais, c'est est-ce que vos publics viennent spécifiquement quand même pour ça? Tu dis que vous travaillez pas automatiquement à aller sur une expo qui soit drôle. On est d'accord, vous travaillez d'abord sur des contenus, j'imagine bien. Mais quand même, est-ce que votre public, il s'y habitue pas un peu à tout ça? Est-ce qu'ils viennent pas spécialement pour ça? En tous les cas, ils viennent pour être surpris, ça c'est clair. Ouais. Ils viennent pour être surpris, soit par une thématique, soit par la mise en scène, soit par la manière dont on va agencer les propos. Et c'est sûr qu'il y a quand même une attente de ce point de vue-là. Et il y a une espèce de contrat qui n'est pas signé, mais qui existe un petit peu avec le public, effectivement. Et du coup, tu parlais tout à l'heure d'études des publics que vous menez de temps en temps. Là, t'en as parlé. Est-ce que vous avez identifié des publics qui vont pas forcément en temps normal au musée? Est-ce que ça fait venir, par exemple, les 15-25 là, pour lesquels on essaye toujours de trouver des formes qui vont les mobiliser? Est-ce que vous le constatez, ça, ou pas? Les grandes questions. Pas que les 15-25 d'ailleurs. Hein, pas que les 15-25. Est-ce que vous identifiez des gens qui n'ont pas forcément des pratiques culturelles régulières et qui viennent chez vous? Alors effectivement, c'est des choses qui arrivent, mais ça, on arrive plutôt à les attraper quand on fait des événements et qu'ils en profitent au final pour aller découvrir les expos. Et là, ils sont clairement surpris. D'accord, ils s'y attendaient pas. On observe quand même, alors bon là, c'est pas quantifié, mais après l'organisation de nuit ou de choses comme ça, on observe clairement des visiteurs de cette typologie de public qui viennent dans le musée parce qu'ils ont été assez surpris. Quand tu dis de nuit, tu parles de nuit au musée, c'est ça? Nuit des musées, des événements particuliers. On fait aussi un bar bestial avec la salle de musique actuelle où là, le musée se transforme en salle de musique actuelle pendant quelques heures. Puis à ce moment-là, tout le monde peut aller dans les expos. C'est après ce type d'événement qu'effectivement, on voit qu'il y a certains visiteurs, plutôt des 18-25 par là, qui reviennent parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir des choses comme ça. Super. Et donc, Ludovic, tu es français, tu as travaillé pendant un temps à la Casemate à Grenoble avant de t'installer à Neuchâtel. Quel regard tu as sur les expos qu'on a en France? Il me semble qu'on n'a pas ce genre de proposition en France, je ne crois pas. Est-ce que tu en as déjà vu? Oui, c'est toujours dur de répondre à cette question, mais j'en ai pas trop vu, effectivement. Je pense qu'il y a quand même des tentatives. Bon, il y a eu, mais je les ai pas forcément vues, mais les expos de la Cité avec Titeuf, genre de choses. Oui. Parce qu'il y avait quand même l'idée de voir un petit peu comment ces choses-là peuvent parler aux plus jeunes, mais c'était pour les plus jeunes. Je pense que la culture reste quand même tout le temps quelque chose d'assez sérieux. Et que peut-être il faut faire évoluer un petit peu les choses. Tu penses que ça pourrait marcher en France? Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas? En fait, je vais prendre notre exemple. À chaque fois qu'on te voit ou qu'on voit tes collègues présenter vos actions, vos expos, vos activités, on se dit tous c'est génial, mais on ne le fait pas. Alors la question, c'est pourquoi, selon toi? Moi, c'est ce que je vais vous retourner comme question. Qu'est-ce qui vous interdit de le faire? Alors on me dit tout le temps... que c'est effectivement
soit les directions politiques, etc. Mais au final... Est-ce que c'est les publics ou est-ce que c'est vraiment les directions? Tu vois, c'est ça la question. Est-ce que tu penses qu'un public français adhérerait à ce type de format? En tous les cas, je pense qu'il y a des expos du muséum. C'est pas moi qui ai initié cette idée d'humour dans les expos du muséum. C'est une continuité en fait. Ouais. Donc, il y a des expos qui ont été présentées en France et qui fonctionnent très bien en fait. Donc, je pense qu'on reste quand même malgré tout très sérieux face au savoir, face aux connaissances. Et que on a l'impression que on est toujours un peu dans cette sacralisation de ces savoirs. Mais quelque part, il faut se poser la question de se demander dans quelle mesure la désacralisation, elle permet pas de mieux prendre conscience des enjeux que le fait de les sacraliser et au final de les éloigner de la compréhension. C'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure un petit peu d'humanité. Ou du fait que voilà, quand on fait un petit peu d'humour, tout le monde peut comprendre un petit peu le sujet et peut avoir envie d'aller s'intéresser. Quand la Reine des Neiges, elle parle par exemple d'ateliers disruptifs, on se marre. Disruptif, ça parle pas forcément à tout le monde et à la fois ça parle quand même à pas mal de monde. Et donc ça peut permettre comme ça de générer des discussions. Ça permet d'accrocher, en fait. En question ces choses-là. La Reine des Neiges est un prétexte, en fait, pour aller après un peu plus loin. On sème une petite graine. Ça permet de démocratiser la culture, si je te traduis. C'est tout à fait ça, en fait. C'est démocratiser, décomplexer aussi. Je pense que parler du musée décomplexé, peut-être, ou en tous les cas, le fait de se dire, mais en fait, on fait des expos multimédia, on fait des expos avec plusieurs manières de parler, mais l'humour est une manière comme tant d'autres, donc pourquoi ne pas l'utiliser? Et est-ce que tu as des sources d'inspiration côté musée, centre de sciences ou autres d'ailleurs? C'est quoi tes sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, c'est beaucoup. En fait, moi, j'ai beaucoup de sources. Enfin, je vais beaucoup au théâtre, au cinéma. C'est ce genre de choses aussi qui me nourrissent quand même. En permanence, c'est vraiment quand même tout le temps l'histoire de vivre quelque chose à un moment donné et de voir comment ce média exposition, parce que là on parle d'expo, il peut permettre cette aventure-là et le fait de vraiment avoir le sentiment de vivre une petite aventure pendant un petit moment. Puis dans une aventure, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des doutes. Donc voilà, c'est en fait les ressorts d'une histoire. Merci Ludovic. Tu évoquais à l'instant le théâtre. Lauriane aujourd'hui a justement choisi de nous parler de stand-up comédie. C'est parti pour le Zoom sur Écosciences. Vous êtes prêts? Je vais bien vous parler de médiation scientifique aujourd'hui, et ça c'était un extrait du spectacle de stand-up du Science Comedy Show. C'est une compagnie de théâtre qui regroupe une vingtaine de doctorants, chercheurs et comédiens qui vulgarisent la science, la rendent plus attractive et racontent le monde autrement. Et donc dans ce sketch un peu barré, on peut y voir des chercheurs se dénuder sur une Corée endiablée, tout ça pour nous expliquer l'intelligence artificielle. Donc un striptease pour nous expliquer l'IA. Pas exactement, je vous explique. En fait, on a 4 doctorants sur scène et ils jouent au jeu des vêtements. Ça consiste à s'habiller dans un ordre précis. Par exemple, d'abord, les joueurs doivent mettre un slip, puis un pantalon, ensuite un t-shirt et ils finissent en mettant un pull, tout ça le plus vite possible. Alors, sur les 2 premiers tours, on voit qu'une des participantes est clairement perdue. Elle se retrouve par exemple avec son t-shirt enfilé sur une manche, son slip passé par-dessus son pantalon, ou alors elle enfile son pantalon
comme un t-shirt, son t-shirt comme un pantalon. Bref, c'est assez cata, alors que les 3 autres participants suivent les consignes données et arrivent à s'habiller correctement. Par contre, au 3e tour, changement de situation, cette jeune femme qui jusqu'ici était un peu à la traîne s'habille super rapidement et nous fait une remontada fulgurante. Et en fait, le twist final du sketch, c'est que cette femme qui comprend petit à petit l'exercice n'est autre qu'une intelligence artificielle en pleine phase d'apprentissage. Elle est interprétée par Eva Petit-Demange, docteur en génie industriel et informatique. Écoutons-la. Vous venez d'assister à l'entraînement d'une intelligence artificielle. Mon entraînement. Je suis ce qu'on appelle une IA statistique. Je ne connaissais pas les règles du jeu. On ne me les a pas données. Alors j'ai regardé comment les autres joueurs jouaient. Je me suis trompée et j'ai appris. Et je serais allée encore plus vite si vous aviez joué avec nous. J'aurais eu plus de données, plus d'informations. Et ça, j'ai déjà fait dans plusieurs domaines. Vous avouerez que des scientifiques qui se mettent quasiment nus pour parler d'intelligence artificielle, c'est assez cocasse. Et c'est en fait toute l'essence du Science Comedy Show. Alors, le concept vous fait peut-être penser à ma thèse en 180 secondes. D'ailleurs, il y a beaucoup de doctorants de la troupe qui sont issus de ce concours. Mais là, on est vraiment sur un format de stand-up avec l'objectif de faire rire avec les sciences. Et quand je dis les sciences, c'est avec toutes les sciences, puisqu'on a des chercheurs en pharmacie, chimie, droit, ingénierie, neuro, sciences humaines et sociales, histoire et bien d'autres. Bon, je ne vous spoil pas plus, mais allez découvrir le Science Comedy Show sur YouTube ou sur scène, parce que là, vous avez eu le son, mais avec les images, évidemment, c'est encore mieux. Merci Lauriane. Et pour les Toulousains et Toulousaines, rendez-vous à l'Heure et Café, où le Science Comedy Show sera régulièrement programmé dès novembre 2022. Mais avant ça, juste pour le plaisir, on se remet dans l'ambiance. Allez, vous êtes prêts? Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invité Ludovic Magioni. Pour aller plus loin, nous vous avons bien évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.quai-des-savoirs.fr, rubrique podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit, sans réserve. Une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à nos 2 partenaires, Instant Science et Campus FM, où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 17h. À la prise de son, Laurent Codoul. Réalisation, Arnaud Maisonneuve. Une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux.